Allô, allô! Bienvenue dans ce live aujourd'hui que je fais dehors sous ces premières journées de beau temps, enfin. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui se rajoute. En attendant, je t'invite à aller écrire en commentaire si tu écoutes en live ou en rediffusion. Ça me permet de voir un petit peu là, qui a vu le live. Je ne sais pas si je vais voir les commentaires parce que je suis sur mon cellulaire et j'ai mis mes notes sur mon ordi, fait que je verrai peut-être pas les commentaires, mais si jamais vous avez des questions ou des réflexions, mettez-les au fur et à mesure du live. Comme ça, je vais pouvoir aller vous répondre par la suite avec un grand plaisir. Un Zoom, pas un Zoom pantoute, un live vraiment intéressant pour moi parce que ça va vraiment toucher à un service que j'offre, un service que je fais depuis belle lurette, depuis presque 25 ans, soit le toilettage des chiens, que j'affectionne vraiment beaucoup et que d'année en année, je suis allée peaufiner mon approche du toilettage parce que bien sûr, j'ai commencé en 2002. En 2002, je peux vous dire qu'on avait vraiment les méthodes traditionnelles pour faire le toilettage. Et d'année en année, ça s'est amélioré, que je pourrais dire, vraiment beaucoup avec la science du comportement, d'amener le comportement. On voit de plus en plus le toilettage comportemental avec le TCAP. Et que j'ai pas fait la formation TCAP, mais j'ai été tellement proche pendant des années et que je le suis encore avec des intervenantes en comportement canin que j'ai créé aussi mon approche en comportement, en toilettage comportemental pour vraiment accompagner les animaux qui vivent qui vivent des traumatismes avec le toilettage ou qui ont les comportements là, pour leur apprendre là, à accepter le toilettage de plus en plus. Et depuis que j'ai fait ma formation en accompagnement en soins de pleine conscience holistique, j'ai inclus ça dans ma pratique de toilettage. Donc, je fais plus juste du toilettage comportemental, je fais aussi du toilettage conscient. Et c'est un peu sur le thème du traumatisme que j'ai envie de partager aujourd'hui, d'ouvrir les consciences, d'éveiller ce métier-là qui peut des fois amener son lot d'incertitudes, son lot de défis aussi avec nos amis les chiens, et de mieux comprendre pourquoi ils peuvent être traumatisés. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'on oublie souvent dans les soins animaliers et pourquoi c'est important pour moi qu'on change ce regard-là, qu'on ouvre nos consciences au niveau du toilettage. Puis là, quand je parle de toilettage, oui, je parle du toilettage professionnel, donc ça touche les toiletteuses professionnelles qui sont mes amis sur mon profil Facebook, mais aussi aux humains. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures passer. Je reste quand même proche d'une route passante. Mais qui touche aussi les humains qui vivent avec des chiens et qui les entretient à la maison aussi, parce qu'on a bien beau les amener au toiletteur, faire un bain, une tonte, couper les griffes, tout ça, mais on brosse aussi notre animal à la maison. On a à manipuler les pattes, des fois les oreilles, pour le nettoyage d'oreilles habituel, mais aussi s'il y a une otite ou quoi que ce soit. Donc, ça touche, quand je parle de toilettage, c'est le toilettage complet, autant professionnel qu'à la maison. Donc, premièrement, petite question que j'ai envie de partager avec tout le monde, c'est est-ce que ton chien te montre des signes de stress pendant les soins à la maison? Allô, Caroline! Caroline, avec qui je travaille, qui est ma partenaire, je travaille dans ses locaux où j'offre de l'éducation au toilettage, de la réhabilitation aussi et des maternelles pour chiots pour apprendre le toilettage pour que ça soit quelque chose de plaisant pour toute la vie.
Ah, il y a du monde qui commence à s'en venir tranquillement. Bonjour, bonjour. Trop contente. Je suis contente, je vois je vois finalement les commentaires, fait que ça va être plus facile pour moi de suivre si vous écrivez juste en dessous. Donc, ma première question, c'était est-ce que ton chien te montre des signes de stress pendant les soins, mais tu ne sais pas trop quoi faire avec? Donc, si c'est le cas, je t'invite à marquer en commentaire c'est quoi les signes qui te démontrent. Puis, ça va me permettre là, d'aller pousser un petit peu plus loin là-dessus. Donc, on commence. Premièrement, c'est quoi ça, un trauma chez le chien? Souvent, on va entendre parler des gens qui vont, bon, je viens d'adopter mon chien, il y a des comportements un petit peu fuyants quand je fais certains gestes ou quoi que ce soit. Et on se dit souvent, ah ben mon chien s'est fait battre. Mon chien, c'est soit qu'il est arrivé quelque chose de fort ou qu'il est arrivé rien du tout. C'est un chien qui a été en cage tout le temps qu'il a été bébé ou qui n'a pas eu de stimulation ou qui n'a rien vu, peut avoir ce trauma-là. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'un trauma va s'installer s'il ne se passe rien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça veut. Il peut avoir trauma même s'il n'y a pas eu d'événements traumatisants, d'événements violents. Par exemple, il peut avoir du transgénérationnel. Là, je vais aller vraiment dans le traumatisme au niveau du toilettage. Je te partage la situation d'un chiot. Un chiot de 4 mois. C'est sa première coupe de griffes. On peut se dire, ben, il ne connaît pas ça, donc il réagit. Mais ce chiot-là, il avait tellement over-réagi, mais je te le dis, ça avait juste. J'ai rarement vu un chiot être en aussi grosse panique pendant une coupe de griffes. T'sais, il va y avoir le chiot qui a peur, le chiot qui gigote comme ah, qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas trop. Mais qu'avec de l'amour, de l'attention, de la conscience de ses réactions, on va être capable de lui couper les griffes. Mais lui, c'était vraiment une crise panique. Clairement, il est arrivé quelque chose quelque part, pas juste dans la vie actuelle, mais en encodage transgénérationnel. Dans le fond, il y a un ancêtre qui a vécu un événement traumatisant. Et dans la génétique, ça s'est ramené jusqu'à lui, petit coco de 4 mois qui réagit super fort puis qui ne comprend même pas pourquoi il a peur. Il est vraiment juste dans l'intensité, dans la non-disponibilité. Donc, on peut trouver des traumas qui sont dans le transgénérationnel. On peut voir aussi des traumas qui vont apparaître au niveau du progescence. Le progescence, c'est tout ce qui englobe les mois, le moment de la conception à la naissance et les débuts de mois de vie de l'animal. Si le père ou la mère a vécu un traumatisme, exemple, la maman est enceinte de ses bébés et elle se fait couper les griffes. Elle ne se fait jamais couper les griffes. Et là, elle s'est fait couper parce qu'elle va avoir des bébés puis ils veulent être sûrs de ne pas blesser les chiots. Donc, elle va se faire couper les griffes pendant qu'elle est enceinte de sa portée et elle vit une situation vraiment de panique parce qu'elle ne connaît pas ça. Elle se fait manipuler un petit peu plus brusque que elle, dans sa perception, elle se fait manipuler brusquement. Bien, ça se peut qu'elle encode ce message-là à ses bébés que si on se fait couper les griffes, si on se fait manipuler les pattes, c'est un danger de mort. Donc, l'animal va naître avec ce poids-là et va se dire à chaque fois qu'il va se faire couper les griffes, à chaque fois qu'il va se faire manipuler les pattes, c'est dangereux, je vais mourir. Ça ne lui appartient pas, mais il l'a encodé. Ensuite aussi, ça peut être un déclencheur si pendant le déclencheur, c'est le premier grand drame de sa vie. Donc, s'il vit une situation de coupe de griffes, exemple, quand il est encore à l'élevage et il se fait couper les griffes, puis il n'était pas dans son consentement, ça peut créer un gros stress et il l'encode par la suite. Donc ça, c'est vraiment là, qu'est-ce qui touche un peu plus les encodages et les mémoires d'un trauma qu'on peut avoir. Donc, ça ne veut pas dire que ça a été violent ou vraiment quelque chose d'agressif. Ça peut être des encodages. Ça peut
je dis parfois, mais plutôt souvent, je le vois quand même souvent dans les soins que j'offre en réhabilitation, au toilettage, un sentiment d'impuissance répété. Je vois souvent qu'est-ce qui ressort, un besoin d'autonomie, un besoin de pouvoir personnel. Et ils n'ont pas cette chance-là à certains moments dans le toilettage. Donc, ils restent dans une impuissance et à un moment donné, c'est tellement répété que ça devient un trauma. Il est comme dans l'obligation de subir les manipulations, le séchoir qui arrive d'en face, d'être mis attaché le cou et les fesses dans les airs, tandis qu'il serait plus confortable couché. Donc, tout ça, là, ça l'amène dans une perte de pouvoir personnel et c'est quelque chose qui ressort vraiment, vraiment régulièrement. Et aussi, au niveau des traumas, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que leur système nerveux sature, deviennent totalement saturés, là, puis il n'y a plus de disponibilité. Et c'est vraiment quelque chose d'invisible si on ne sait pas quoi regarder. C'est un peu ça que je veux qu'on démystifie aujourd'hui au niveau des soins animaliers ou du toilettage. Quand on parle de ça, en toilettage en particulier, il y a des choses qu'on oublie souvent de faire, pas par malveillance. Là, j'ai vraiment un gros truck. Je pense qu'ils viennent ramasser vidange à côté. Désolée pour le bruit. Je vais peut-être attendre. Voir. Il fallait que ça tombe dans le live. C'est un peu plate. Depuis tantôt, c'est calme. Donc, je vais attendre parce que c'est comme les gros containers, là. Fait que. OK. Je pense qu'il est fini. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est quand on parle de soins animaliers et de. Ça va pour le bruit, merci Caro, parce que j'ai mis mon micro puis il empêche les bruits. Donc, au moins, ça montre que ça fonctionne. Merci. Donc, quand on parle de soins animaliers, en particulier en toilettage, il y a des choses qu'on oublie souvent. C'est ça que je disais. C'est pas par malveillance, c'est pas pour mal faire ou quoi que ce soit, mais parce que on nous l'enseigne pas. Autant chez la personne qui a son animal à la maison, puis ça, c'est qu'est-ce qui est bien avec Caroline, qui offre des cours personnalisés d'entretien au toilettage pour monsieur, madame qui vit avec un chien puis qui aimerait ça bien l'entretenir à la maison. C'est que là, on apprend aussi des choses à regarder dans le bien-être de notre chien pour bien le faire puis bien écouter son rythme vraiment en conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à regarder, à apprendre parce que quand tu reçois ton chien à la maison, bien souvent, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un cocker, j'avais une labrador et notre cocker était totalement trauma du toilettage. C'était fou raide. C'est genre, même quand je suis devenue toiletteur, je savais même pas comment la faire. Elle se pendait, elle tombait tellement dans une panique extrême. Elle est allée une fois chez toiletteur, on l'a plus jamais renvoyée jusqu'à temps que je sois toiletteur, mais malgré ça, à la maison, elle tripait pas tant, puis personne nous a montré quoi faire avec notre chien qui a peur. Elle, c'est vraiment intense, ça vient de me popper. Pourquoi je pense à Sandy? C'était tout qu'un phénomène, mais c'est sur elle, ça serait quelque chose de vraiment intéressant quand je repense toutes les choses que on le savait juste pas. Et en toilettage professionnel aussi, dans les cours, oui, il y a des cours de plus en plus sur la coche au niveau du toilettage comportemental, mais c'est pas tout le monde. Il y a tellement de cours, on n'a pas d'ordre professionnel prédéfini qui nous dit vers quelle école de toilettage on devrait aller pour avoir vraiment toutes les informations au niveau, oui, de la coupe, mais aussi du comportement, du bien-être et de la conscience de l'animal. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent bien faire, mais malheureusement, ils oublient des petits points. Donc, je t'ai déjà parlé du système nerveux. On évalue souvent le comportement quand on regarde notre chien, ben il bouge, il grogne ou il se laisse faire. Mais on oublie que ce que vit son système nerveux à l'intérieur. Là, on voit souvent un chien qu'on va nommer de calme, mais en réalité, il est juste vraiment figé, inhibé. Son corps a fermé toutes les issues possibles, toutes les portes, là. Il n'est plus disponible. Il ne sait même pas qu'il est avec nous. Il est juste totalement
ailleurs. Il fuit pas, il combat pas. Il est juste dissocié. Si on parle de choc post-traumatique, là, de dissociation, là, c'est vraiment ça que là, le chien va vivre pendant son entretien. Il n'est plus présent du tout, du tout, du tout. Et c'est ça qu'on va appeler du stress traumatique latent, parce qu'il n'est pas en méga réaction. Il n'est pas en over. Il n'essaye pas de fuir. Il fait juste, là, comme on parlait d'impuissance répétée, il subit totalement son toilettage. Ensuite, l'histoire émotionnelle. Chaque chien, chaque chat, chaque animal, tous les animaux, ils ont leur propre histoire émotionnelle. Chaque chien va arriver avec son bagage qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a un souvenir de douche froide imposée? Ça, on voit souvent ça. J'ai lavé mon chien à la hausse dehors. C'est l'été, ça a dû lui faire du bien, il fait chaud. La petite eau froide a dû faire du bien. Est-ce que tu t'es déjà fait prendre par un ami, un frère, une sœur, whatever, qui te tire dans l'eau, frette, mais frette, du lac, de la rivière, de la piscine? Même s'il fait chaud, là, pas sûr que tu as aimé ça. En tout cas, moi, j'ai jamais aimé ça. Le changement de choc thermique, là, non merci. Donc, tu sais, c'était pas, il n'y avait aucun moment mon consentement. Est-ce que après ça, quand quelqu'un passait proche de moi, proche de la piscine, j'avais un peu peur, oui. Fait que le chien peut avoir un verre d'eau froide dans la douche. Ah, j'ai déjà fait ça. Oh mon Dieu. Je faisais ça à mes chums quand j'étais jeune. Mais ouais, non, on s'en rappelle. On s'en rappelle après, puis ça nous mène un peu dans l'hypervigilance de faire, OK, c'est ça qui va arriver encore. Fait que le chien qui a vécu ça va arriver, puis il va pas sûr que ça va lui tenter d'aller dans le bain aussi facilement que ça. Même chose, tu sais, des fois, là, je dis maintien brutal, tu sais, c'est pas, je te prends puis je te shake, mais juste d'avoir été maintenu dans une position qui n'était pas d'accord, qui n'était pas prêt, qui n'était pas préparé. Ça peut créer aussi un souvenir de est-ce que ça va revenir encore cette fois-là. Si on ne reconnaît pas cette mémoire-là, ce souvenir émotionnel-là, si on ne le reconnaît pas, c'est qu'on va, sans s'en rendre compte, le replonger à toutes les fois, à chaque fois qu'il va venir au toilettage, on va le remettre dans cette émotion, sans le savoir. Fait qu'à un moment donné, à force d'accumulation, ça se peut qu'il tombe en traumatisme. Ensuite, on parle souvent des micro-signaux de stress. On voit le léchage de bout de nez. Ça peut être de l'hypersalivation qu'on va remarquer chez certains chiens. Regard fuyant, la tête qui se détourne, ils vont shaker pour essayer de se réguler. C'est pas des caprices, c'est pas ben voyons, je fais juste te brosser. Non, c'est vraiment des messages qu'ils nous envoient. Et si on les ignore trop longtemps, à un moment donné, le chien il a comme peu le choix. Hey, on t'envoie des signaux. Je t'envoie des signaux depuis tantôt, tu les comprends pas, ben je vais aller dans l'extrême, je vais exploser ou il va se replier. Puis c'est des fois, on se dit, ben voyons, le chien ne nous a pas avertis, il nous servait de bord pour nous snapper. C'est que peut-être, dans plusieurs toilettages ou plusieurs entretiens à la maison, les petits messages ont été envoyés sans être entendus. Donc, il les fait plus, il va réagir. On parle aussi souvent du freeze, fight, flight, fooling around. On entend souvent les trois premiers. Le freeze, je t'en ai parlé là, juste avant au niveau d'être figé, d'être dissocié. Le flight, ça va être vraiment le chien qui va fuir, qui va, tu sais, à la maison, là, tu sors le coupe-griffe, puis ton chien, il part. Là, je sors du toilettage, le cheval qui t'arrive dans l'enclos il voit son licou, il part. On peut le voir dans plusieurs situations. Le chien qui va essayer de se libérer de sa patte, c'est de la fuite aussi. Il essaye de se déprendre pour pouvoir créer une distance pour se protéger de ce stress-là. Ensuite, le fight, ça va être vraiment, je ne sais pas si je les ai mêlés, mais c'était flight et fight.
qui est vraiment le combat. Là, si tous les signaux n'ont pas marché, pour créer de la distance, même si ça se peut qu'il ait essayé de fuir avant, ça se peut qu'il ait essayé de figer, ça n'a pas marché, bien là, bang, je vais réagir pour créer de la distance. On va tomber dans la réactivité, grogner, mordre, il peut charger aussi pour vraiment faire peur, pour créer une distance du stresseur. Et un qu'on entend moins parler, c'est le fooling around. C'est les chiens trop heureux, qui sautent partout, qui est tout le temps en mouvement, qui va prendre ton bras pour jouer, qui va prendre la ganse, qui tout le temps dans l'over. Il a l'air d'être super joyeux, mais au fond, c'est une fuite émotionnelle. Moi, je suis de même là, dans la vie, là, parce que nous aussi, on peut avoir ces réactions-là. Si je suis hyper stressée, ben je vais tomber dans mon hyperactivité, tout, ça va aller vite dans ma tête, mais c'est vraiment pour fuir le malaise. 4e point, la co-régulation. Je parle souvent, ça c'est intéressant. Ça va intéresser, oui, les propriétaires, les humains qui ont des animaux, mais aussi beaucoup les toiletteuses. Je parle de présence. Quand on travaille avec un animal, on doit être dans le ici et maintenant et ça peut être vraiment difficile quand on a vécu quelque chose à l'extérieur. Exemple, si tu es toiletteuse, tu t'es chicané avec ton chum, ta blonde, tes parents, tu vis un moment de vraiment difficile financièrement, tu as un stress, tu as des émotions. Et si tu arrives avec tout ce bagage-là, même chose pour les humains avec votre propre chien, si tu as eu une mauvaise journée au travail, puis tu arrives, moi je vais aller brosser le chien, puis qu'on a un gros manteau d'émotions et de stress, puis qu'on ne l'enlève pas, bien le chien va tout gober ça. Lui, il ressent notre état intérieur, même si on essaye d'être calme. Il va sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va voir des chiens qui, d'habitude, ça va super bien au toilettage, qui vont se retrouver à réagir super fort. Donc, si je réussis à enlever mon manteau d'émotion, de l'accrocher sur le bord de la porte, on dit que je m'en vais travailler avec un coco. Si je réussis à me faire une méditation pour me reconnecter, me poser, être à l'écoute, bien lui aussi va pouvoir commencer à se détendre. Donc là, on a vraiment là, une co-régulation qui apparaît, qui est vraiment importante. Puis des fois, on s'en rend pas tout le temps compte. On a l'impression d'avoir mis ça en arrière, mais ça reste dans notre tête ici, là, puis ça... Hey, tu seras pas capable de payer ton loyer. Hey, qu'est-ce que mon chum va penser parce que là, j'ai pété une note hier. Puis là, tu te demandes pourquoi ton chien est aussi volubile ou aussi en réaction aujourd'hui. Bien, peut-être d'aller faire un ménage à ce niveau-là pour se libérer de nos propres émotions. Parce que à ce moment-là, c'est vraiment une rencontre entre nos deux systèmes nerveux. C'est pas juste quelque chose de technique, là. C'est vraiment, si on est dans le calme, bien, on va pouvoir influencer le calme chez le chien, puis ça va vraiment ouvrir une porte à aider le chien à être plus dans le moment présent aussi, puis être plus disponible au toilettage. Et finalement, le consentement animal, qu'on parle pas tant souvent. On parle un petit peu plus dans les soins, mais souvent encore présent. Si on parle, oui, de rythme de plus en plus, de créer le lien, mais le consentement, ça se peut qu'une journée, un chien fasse « c'est un non ». C'est un non pour moi. Donc, si on apprend à respecter ce non-là, ça va vraiment permettre à recevoir un vrai oui plus tard. Je te donne comme exemple des chiens que je travaille, plusieurs chiens que je travaille en éducation, en rééducation au toilettage et qui, si c'est pas une bonne journée, je les vois en plusieurs étapes, en plusieurs journées. La deuxième journée, exemple, je vais travailler les griffes. Alex Jobin, OK. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? D'habitude, ça écrit, ça écoute. Bref, si... qu'est-ce que je disais? Si
je décide de travailler les griffes et le chien me nomme vraiment un non, je vais pas continuer. Je vais aller travailler le brossage ou la manipulation. Je vais aller travailler d'autres choses qui vont être plus un oui aujourd'hui pour lui que les griffes. Ça se peut que je leur demande dans ma journée parce que je les garde toute la journée puis je fais plusieurs petites séances au travers de la journée dans le jeu, dans le renforcement positif et dans les soins. Et ça se peut que je leur demande 1 heure plus tard, si c'est encore un non, OK, on continue, on va faire d'autres choses, on va aller construire d'autres choses. Et ça arrive vraiment souvent que la fois d'après, quand je les rencontre, ils fassent un oui. Un oui, tu as respecté le fait que je ne voulais pas me faire toucher. C'est la même chose pour nous les humains. Ça va être bien plus facile de dire oui une prochaine fois si l'autre personne devant nous a accepté notre non. Puis ça, pour moi, ça change vraiment tout. C'est ça, vraiment, le toilettage conscient. C'est de voir ces réactions-là, ces messages-là que notre animal nous envoie pour vraiment permettre qu'ils soient écoutés et qu'ils comprennent que je suis pas un danger pour eux. Donc, quand on comprend tout ça là, comme un gros tout, l'émotion, le rythme, les signaux, la relation, le toilettage devient pas juste une tâche à faire, ça devient vraiment un moment de relation, un moment d'écoute. Puis c'est vraiment les plus beaux moments qu'on peut avoir en tant que toiletteur. Et même d'entretenir son chien à la maison, là, ça devient vraiment des moments de conscience, de présence, des moments doux, d'écoute profonde aussi. Puis ça, notre chien, il va le ressentir, puis il va être content de... Tu vas sortir à la brosse, puis ça va être comme « Oh oui, on va faire le petit moment conscient avec maman, avec papa. » Ou « Oh yeah, on s'en va chez ma toiletteuse préférée. » Fait que ça permet vraiment de pousser un peu plus loin dans le bien-être animal pour les toilettages. Donc, mes soins, qu'est-ce que je fais? Comment je fais mon toilettage de ma façon différente de faire les toilettages? C'est que premièrement, je ne vais pas forcer le contact, je vais inviter l'animal à vouloir rentrer en contact avec moi. C'est le point 1 de mon approche, c'est la création de liens. Là, on voit souvent des places, puis c'est super correct. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si je ressens que c'est le besoin de l'animal d'avoir son humain avec lui, ça va être all-in. Mais qu'est-ce que je remarque vraiment fort, c'est que pour créer le lien, si son humain de référence est là, il va se référer à son humain. Si je l'accueille, si l'humain est là, après ça l'humain quitte un peu, puis que je crée vraiment le lien moi à lui, lui à moi, on va ouvrir vraiment là, une méga grosse porte dans l'échange et dans la confiance pour la suite. Aussi, l'autre chose qui aide vraiment beaucoup pour les chiens qui aiment les autres chiens, c'est d'aller jouer parce qu'on a notre animal à la maison a son verre d'énergie et souvent, même si on fait tout, là, on va remplir le verre d'énergie, on le diminue grâce à la mastication, à la dépense mentale, à la dépense sociale, à la dépense physique. Mais quand il arrive, en toilettage, ça arrive qu'ils ont un trop plein, même s'il est allé marcher une demi-heure avant, et de jouer avec les amis, d'être vraiment dans notre pension en liberté chez Entre Bonnes Griffes, ça va vraiment permettre d'aller diminuer aussi tout le verre de dépense énergétique. Donc ça va vraiment donner un coup de pouce après ça parce que ça amène une détente, ça amène une libération de charge énergétique. On vient la descendre un peu, fait que ça permet aussi d'aider. L'autre chose, c'est que pendant les séances, on dit que je travaille l'animal, il y a un petit peu le stress qui monte, bien va jouer avec tes amis, ça va venir travailler avec le jeu, puis ça va aller délier aussi les stress. Ensuite, pendant mes éducations, réhabilitations, j'offre un ou plusieurs, tout dépendant de l'animal. Souvent, c'est plusieurs. C'est des soins de libération émotionnelle. C'est pas des soins avec
de pleine conscience holistique que je travaille avec l'humain en tant que tel. C'est plutôt que je vais aller, là on a un autre verre rempli d'émotions et de surcharge mentale qu'on parlait là, tout au long là, du live, qui déborde, et le chien n'est pas disponible parce que bon, il y a une croyance mentale sur les soins animaliers. Il y a une émotion en transe qui est restée figée là de son premier toilettage. Il y a son impuissance répétée qui prend toute la place, donc il n'est pas disponible pour être avec moi pendant le toilettage ou de vouloir apprendre quoi que ce soit parce qu'il est vraiment dans son trauma. Mais là, on va aller libérer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental pour permettre d'avoir l'espace nécessaire et l'espace sécuritaire pour apprendre et pour voir avec des nouvelles lunettes, c'est tout au niveau de ses perceptions du toilettage, pour voir que ça va bien le toilettage puis que ça peut être un moment de plaisir. Ces soins-là, juste en passant, pour s'il y a des toiletteuses qui trouvent ça intéressant, parce qu'on est beaucoup dans la visualisation, je suis en communication animale avec le chien. Je fais un soin énergétique beaucoup en visualisation pour aller libérer tout ça, fait que ça peut se faire à distance, puis on peut se rencontrer par la suite pour voir c'est quoi les marches à suivre pour la suite du toilettage aussi. Ça peut être intéressant aussi pour la personne qui a son chien, qui n'aime pas le brossage à la maison, ben je peux aller libérer ça aussi, puis vous accompagner sur les étapes à faire par la suite. Donc, finalement, le toilettage devient vraiment, grâce à tout ça, un moment de lien. Puis c'est plus une épreuve à surmonter. Là, on va vraiment aller travailler avec le chien, avec sa disponibilité, puis avec son bien-être aussi vraiment très fort. Ouh! Je passe au travail. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de vous avoir partagé ça parce que j'offre ces services-là depuis à peu près un an. Ça fait plus d'un an que j'offre les forfaits d'éducation au toilettage chez Entre Bonnes Griffes de chez Caroline, ici à Saint-Jean-Chrysostome, dans la région de Lévis, Chaudière-Appalaches. Mais les soins, ça fait à peu près un an là, que je suis dans cette approche-là, que je crée mes petits soins de libération émotionnelle pour vraiment amener le toilettage à un autre niveau. Donc, si jamais ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça t'a parlé, ça vient vibrer fort à l'intérieur de toi, puis que tu aurais envie de voir un peu plus loin qu'est-ce que je peux t'offrir pour ton animal ou pour certains chiens à la maison, à ton salon de toilettage, ça va me faire. Tu peux poser des questions ici sur le live dans le commentaire. Tu peux venir me parler. Et tu peux continuer à voir cette semaine, je te parle de toilettage conscient tout au long de la semaine, mais ça va revenir de semaine en semaine. Je vais venir te discuter avec toi, avec tout le monde, avec la communauté et la collectivité pour faire connaître cette approche-là. Caroline dit pour avoir vécu la différence des soins que Manon offre par les énergies, la différence est vraiment superbe. On a fait vraiment beaucoup d'essais de chiens qu'on connaissait depuis longtemps, qu'on a réussi à débloquer des affaires. C'était vraiment très intéressant à voir. Puis c'est dans la même journée. Des fois, je les fais la veille, puis le chien arrive comme déjà plus ouvert au toilettage. Des fois, ça arrivait que le chien arrivait, je le faisais, j'attendais un petit peu, puis en 30 minutes, 1 heure, 2 heures, on voyait une différence réelle de l'état du chien, de l'état émotionnel du chien qui devenait plus délié, qui venait accepter les gâteries, le chien qui rentrait pas en contact, qui décidait de venir en contact avec nous. On a vraiment, vraiment vu des belles différences, oui. Donc, je vous remercie d'avoir été en grand nombre à écouter ce live et je vous dis à bientôt!